Lorsque Hulk Hogan fut retrouvé mort dans sa demeure de Floride, le monde entier pensa que c'était simplement la fin d'une légende du catch. Ce qui suivit laissa tout le monde sans voix. Derrière le rapport officiel faisant état d'une crise cardiaque, les enquêteurs commencèrent à mettre au jour des détails qui ne cadraient pas. Une salle de sport qui semblait n'avoir jamais été utilisée. Un système de sécurité désactivé depuis l'intérieur, une pièce secrète murée derrière une paroi du sous-sol, et un appel téléphonique reçu 3 jours plus tôt, qui avait visiblement ébranlé l'un des hommes les plus intrépides du monde du sport. Ce que le FBI découvrit souleva des questions que personne n'anticipait, le matin qui mit fin à l'Hulkamania. Le 24 juillet 2025 au matin, la nouvelle éclata depuis Clearwater, en Floride. L'icône du catch professionnel Hulk Hogan, né Terry Gene Bollea, avait été retrouvé sans connaissance à son domicile. Il était âgé de 71 ans. La première alerte arriva par un appel au 911, signalant un arrêt cardiaque. Les secours se rendirent à la demeure et entreprirent immédiatement des manœuvres de réanimation. Les ambulanciers s'efforcèrent de faire repartir son cœur. Chaque tentative fut vaine. À 11h17 du matin, les médecins du Morton Plant Hospital constatèrent son décès. Pour les fans du monde entier, c'était une fin que personne n'avait imaginée pour celui qui avait autrefois incarné la puissance, la résilience et une énergie hors du commun. Les premiers rapports circulèrent rapidement. Le médecin légiste confirma que la cause du décès était un infarctus aigu du myocarde, une crise cardiaque soudaine et dévastatrice. La décision fut classée comme mort naturelle. Pour la plupart des gens, cela semblait être la conclusion logique. Hogan avait la soixantaine bien entamée. Son corps avait subi des décennies de punitions professionnelles, une vie entière à plaquer des géants sur le ring, des déplacements incessants et plus d'une vingtaine d'interventions chirurgicales. Les séquelles étaient bien documentées, mais l'histoire était plus complexe qu'une simple défaillance cardiaque. Son dossier médical comportait des éléments qui rendirent le tableau encore plus sombre. Hogan vivait discrètement avec une leucémie, une grave maladie du sang, ainsi qu'une fibrillation auriculaire, une condition dans laquelle le cœur bat de façon irrégulière et imprévisible. Ces deux pathologies augmentent considérablement le risque d'arrêt cardiaque brutal. Elles dressaient le portrait d'un homme livrant des combats sérieux et largement invisibles, loin de l'image publique de quelqu'un qui assistait encore à des événements en souriant devant les caméras. Malgré tout, sa disparition ne s'inscrivait pas simplement dans un récit de déclin naturel. On l'avait aperçu en train de s'entraîner peu avant sa mort. Des amis le décrivaient comme ayant meilleure mine qu'il n'en avait eue depuis des années. Son épouse, Sky Daly, soulignait fréquemment qu'il s'était engagé dans la méditation, une alimentation saine et des séances quotidiennes d'entraînement. Il semblait avoir trouvé une certaine stabilité dans ces dernières années, à l'écart du chaos qui avait tant marqué sa vie passée. Cette fin abrupte en était d'autant plus difficile à accepter. Les policiers qui arrivèrent les premiers à la demeure remarquèrent bien plus que le simple corps de Hogan. Quelque chose dans la scène leur parut inhabituel. En raison de ces observations, et compte tenu de l'identité de Hogan, ils jugèrent que l'affaire méritait un examen approfondi. Le département de police de Clearwater mena plusieurs auditions de témoins et rassembla ses dossiers médicaux. Tout en acceptant les conclusions du médecin légiste, ils soulignèrent ce qu'ils qualifièrent de circonstances particulièrement atypiques. Il ne s'agissait pas du décès d'un simple citoyen. C'était la mort de l'un des athlètes les plus reconnus de la planète, et la moindre question sans réponse pouvait rapidement prendre une toute autre ampleur. Cette décision entraîna une implication fédérale. Le FBI fut discrètement associé à l'enquête, non seulement pour confirmer les conclusions médicales, mais également pour examiner toute irrégularité constatée sur les lieux. Pour un décès officiellement classé comme naturel, ce n'était pas une démarche habituelle. Cela suscita immédiatement des interrogations. Derrière le flot d'hommages et les déclarations officielles, une autre histoire se construisait en parallèle, fondée sur des questions qui refusaient de disparaître. Pourquoi la scène était-elle décrite comme inhabituelle ? Pourquoi des agents fédéraux devaient-ils creuser davantage ce qui semblait être une mort naturelle, et qu'ont donc découvert les enquêteurs à l'intérieur de cette demeure, la salle de sport stérile et les alarmes désactivées ? Lorsque les agents fédéraux ont pénétré dans la maison de Hulk Hogan, l'une de leurs premières destinations fut la salle de sport. C'était son sanctuaire personnel. Ses proches et ses amis la décrivaient comme le seul endroit qu'ils n'avaient jamais négligé,
rempli d'haltères, de machines et de souvenirs de sa carrière. Un espace où il revenait encore à un âge avancé, déterminé à conserver la moindre parcelle de sa force physique. Le matin de sa mort, la pièce ne ressemblait en rien à un endroit récemment utilisé. La salle de sport était d'une propreté presque irréelle. Les surfaces étaient astiquées. Les poids étaient disposés dans un ordre parfait. Les tapis au sol ne portaient aucune trace de contact récent. Pas de bouteille d'eau, pas de serviette, aucun de ces petits indices qui s'accumulent naturellement quand quelqu'un s'entraîne vraiment. Pour un homme dont la routine quotidienne comprenait soi-disant des séances d'exercice régulières, l'état impeccable de cette pièce fut immédiatement remarqué. Les enquêteurs ont observé qu'elle ressemblait moins à un espace d'entraînement actif qu'à quelque chose ayant été délibérément mis en scène, nettoyé et arrangé avant que les secours soient appelés. L'attention s'est ensuite déplacée de la salle de sport vers le système de sécurité globale de la maison. Hogan avait consacré des moyens considérables à la protection de sa propriété. Le dispositif comprenait de nombreuses caméras, des détecteurs de mouvement et des protections de secours conçus pour résister à toute tentative de manipulation. Il était connu pour être particulièrement soucieux de sa vie privée. Les enquêteurs s'attendaient donc à trouver des enregistrements numériques détaillés, des journaux de déplacement à l'intérieur et autour de la maison dans les heures précédant sa mort. Ce qu'ils ont trouvé était tout autre chose. L'intégralité du système de sécurité avait été désactivée manuellement depuis l'intérieur de la propriété, non pas à cause d'une coupure de courant, ni en raison d'une défaillance technique. Quelqu'un s'était rendu au panneau de contrôle et l'avait volontairement mis hors service. Cette découverte était significative, car elle impliquait une connaissance de la configuration du système, ainsi que des codes d'accès nécessaires pour le neutraliser. Par ailleurs, aucune trace d'effraction n'était visible nulle part dans la maison. Portes et fenêtres étaient intactes. Rien n'indiquait qu'un individu extérieur se soit introduit de force. Les seules explications logiques étaient que Hogan avait lui-même désactivé le système, ou qu'une personne de confiance l'avait fait à sa place. L'affaire fut confiée à des spécialistes fédéraux en criminalistique. Le FBI dépêcha des équipes spécialisées en cybercriminalité et en analyse numérique chargées d'examiner chaque composante du réseau de sécurité et de la maison connectée de Hogan. Ces systèmes conservent des journaux de bord, des relevés indiquant quand les caméras sont allumées ou éteintes, quand les alarmes sont armées ou désarmées, quand la moindre modification est effectuée. En reconstituant cette chronologie, les enquêteurs espéraient déterminer qui contrôlait la maison durant les heures cruciales précédant la découverte du corps. Ils ont également passé en revue ces appareils domestiques intelligents, thermostats, systèmes d'éclairage et fonctionnalités automatisées susceptibles de révéler si quelqu'un se déplaçait dans les différentes pièces. Dans les habitations modernes, ces données ont une véritable valeur probatoire. Même quelque chose d'aussi anodin qu'une lumière qui s'allume ou s'éteint peut permettre de situer une personne dans une pièce précise, à un moment précis. Malgré tout cela, les éléments numériques n'ont pas fourni de réponse claire. Le système de sécurité avait indéniablement été désactivé, mais les enregistrements ne permettaient pas d'identifier qui l'avait fait. Aucun accès non autorisé depuis l'extérieur de la maison ne fut détecté. Les données pointaient vers quelqu'un physiquement présent sur place, soit Hogan lui-même, soit une autre personne qui se trouvait avec lui. Tandis que les équipes judiciaires continuaient d'analyser les preuves électroniques, elles savaient que l'étape suivante concernait les communications personnelles de Hogan. La raison de ces découvertes inhabituelles ne se trouvait peut-être pas dans les appareils de sa maison, mais dans les conversations qu'il avait eues dans les jours précédant sa mort. L'appel énigmatique qui avait profondément ébranlé Hogan. Alors que les enquêteurs reconstituaient les derniers jours de Hulk Hogan, un détail émergea, se distinguant nettement de tout le reste. 3 jours avant sa mort, tard dans la nuit, Hogan reçut un appel téléphonique qui sembla le perturber profondément. Ceux qui se trouvèrent dans la maison ce soir-là se souvenaient que ce n'était pas ce qu'il avait dit au téléphone qui les avait frappés. C'était son visage à la fin de l'appel. Son épouse, Sky Daly, a confié plus tard aux enquêteurs qu'elle ne l'avait jamais vu réagir de cette façon. Hogan n'était pas du genre à laisser paraître sa peur. Toute une carrière dans le catch professionnel l'avait habitué à gérer la pression et à afficher un calme en toutes circonstances. Pourtant, une fois la communication terminée,
Elle décrivit son expression comme une peur véritable, quelque chose qu'elle assura n'avoir jamais observé durant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble. Il ne lui expliqua pas ce qui avait été dit. Il se referma sur lui-même, et ce silence chez un homme habituellement bavard et expressif lui indiqua que quelque chose n'allait vraiment pas. Les enquêteurs établirent rapidement que cet appel n'avait rien d'ordinaire. Des équipes spécialisées en criminalistique numérique tentèrent d'en retrouver l'origine, mais la piste révéla que des efforts considérables avaient été déployés pour la dissimuler. L'appel avait transité par de multiples serveurs répartis dans différents pays. Chaque fois que les enquêteurs remontèrent le signal, celui-ci les renvoyait vers un autre maillon de la chaîne. Identifier la véritable source s'avéra pratiquement impossible. Ce niveau de complexité était loin d'être courant. Acheminer un appel via des serveurs internationaux, une technique faisant appel à des proxys et des réseaux de relais, exigeait à la fois une maîtrise technique avancée et une intention parfaitement délibérée. Celui qui avait passé cet appel ne voulait pas être retrouvé. Le FBI envisagea plusieurs hypothèses. Il pouvait s'agir d'un avertissement. L'appel pouvait aussi être lié à une tentative d'extorsion, quelqu'un cherchant à faire pression sur Hogan au sujet d'affaires privées. Une troisième piste concernait des informations sensibles que Hogan aurait pu détenir, bien qu'aucun élément concret ne vint étayer cette théorie à ce stade. Ce sur quoi les enquêteurs s'accordaient, c'était que l'appel n'avait rien d'accidentel. Il avait été planifié, dissimulé, et il avait laissé une trace visible sur celui qui l'avait reçu. D'après Sky Daily, Hogan dit très peu de choses pendant la conversation. Il prononça quelques mots brefs avant de raccrocher. Pour quelqu'un connu pour son expressivité, cette concision laissait entendre que ce qu'il avait entendu n'appelait aucune réponse, qu'il avait compris immédiatement ce que cela signifiait, et que cette compréhension pesait sur lui. Le moment choisi ajoutait encore à la gravité de la situation. 3 jours avant sa mort, sa vie semblait stable. Il se remettait d'une opération, maintenait ses habitudes, passait du temps en famille. Rien dans son emploi du temps quotidien ne laissait présager le moindre trouble. L'apparition soudaine de cet appel nocturne lourdement masqué dans ce contexte tranquille tranchait de manière frappante. Le contenu de cet appel reste classifié. Ce qui est certain, c'est qu'avant de le recevoir, Hogan était serein et apaisé. Après, ceux qui l'entouraient observèrent un homme portant un fardeau qu'il n'avait pas la veille. Derrière l'éclat de la carrière de Hulk Hogan se cachait une vie privée marquée par les tensions, les désillusions et des relations compliquées. Pour les enquêteurs fédéraux cherchant à déterminer si un proche avait joué un rôle quelconque dans sa mort, son histoire familiale devint l'un des aspects les plus minutieusement examinés de toute l'enquête. Son premier mariage avec Linda Clarage en 1983 donna naissance à 2 enfants, Brooke et Nick, et offrit pendant des années l'image d'une famille américaine stable. L'émission de télé-réalité Hogan Knows Best, diffusée en 2005, renforça cette image aux yeux de millions de téléspectateurs. À l'écran, Hogan incarnait le père fier et impliqué, jonglant entre la gloire du catch et la vie de famille. La réalité était bien plus complexe. En 2007, des rumeurs d'infidélité firent surface. Une femme liée à Brooke prétendit entretenir une relation avec Hogan, ce qu'il démentit. Le mariage s'effondra malgré tout. Linda déposa une demande de divorce la même année, mettant fin à 24 ans de vie commune. La séparation fut publique et douloureuse. Les accusations fusèrent des 2 côtés. Hogan admit par la suite que durant la période qui suivit, il traversa une grave dépression et envisagea de mettre fin à ses jours. Après plusieurs années difficiles, il épousa Jennifer McDaniel en 2010 lors d'une cérémonie intime. Le mariage dura plus d'1 décennie avant de se terminer discrètement en 2021. Contrairement au premier divorce, il n'attira guère l'attention du public, mais il vint s'ajouter à une tendance déjà bien établie. La vie personnelle de Hogan trouvait rarement une paix durable. Son 3e mariage eut lieu en 2023 avec Sky Daily, une professeure de yoga. Leur relation évolua rapidement, avec des fiançailles qui surprirent certains de ses proches. Mais les amis qui passèrent du temps avec eux remarquèrent le changement en lui. Elle apporta une forme de sérénité dans son existence. Il la décrivait comme son ancre, quelqu'un qui l'aidait à se concentrer sur sa santé et à mener une vie quotidienne plus tranquille. Quelle que soit la méfiance qui entourait cette relation, ceux qui le connaissaient s'accordaient à dire qu'il semblait sincèrement heureux durant ces dernières années.
Tout le monde dans sa famille ne partageait pas ce bonheur. Sa fille Brooke avait été absente lors du mariage et avait pris ses distances depuis un certain temps. Leur relation était tendue depuis des années, abîmée par les scandales publics qui avaient entaché le nom de Hogan, notamment une vidéo divulguée très médiatisée. Brooke avait choisi de s'éloigner des événements familiaux, et bien qu'elle parlât parfois de son père avec respect en public, la distance entre eux restait bien visible. Cette distance prit encore plus d'importance après sa mort. Des révélations indiquèrent que Brooke avait été retiré du testament de Hogan avant son décès. Son fils Nick fut désigné unique héritier d'une succession estimée à près de 5 millions de dollars. Cette décision surprit de nombreux observateurs et souleva immédiatement des questions quant aux raisons de l'exclusion totale de Brooke. Certains y virent une dernière manifestation de leur éloignement. D'autres se demandèrent si cela traduisait des conflits plus profonds qui n'avaient jamais été résolus. Pour les enquêteurs, ce détail ne pouvait pas être écarté. Les litiges successoraux et les rancœurs d'ordre financier sont régulièrement envisagés comme éléments de contexte potentiels dans les décès inattendus. Bien qu'aucune preuve directe ne désignât un acte criminel au sein de la famille, le fait qu'un enfant ait été entièrement exclu du testament tandis que l'autre recevait tout constituait un fil qu'il fallait examiner. Le parcours émotionnel difficile de Hogan ajoutait une autre dimension à l'affaire. La dépression qu'il avait ouvertement décrite lors de son premier divorce, les pensées suicidaires qu'il avait admises dans des interviews, tout cela n'appartenait pas à un passé lointain. C'était une part de ce qu'il était. Et les enquêteurs comprenaient que les cicatrices émotionnelles peuvent influencer les décisions et les relations longtemps après que les blessures semblent guéries. La dynamique familiale à elle seule ne permettait pas d'expliquer tout ce que l'enquête avait mis au jour. La couche suivante ramenait à son propre corps et à une opération chirurgicale réalisée quelques semaines seulement avant sa mort. Chirurgie, rumeur et un corps fragilisé. Au moment où Hulk Hogan atteignit la soixantaine bien entamée, son corps avait accumulé une vie entière de blessures. Il avait été l'un des performeurs les plus exigeants physiquement de son époque, portant des adversaires imposants, encaissant des chutes brutales nuit après nuit, voyageant sans relâche pendant des décennies. Cette mode de vie avait nécessité plus d'une vingtaine d'interventions chirurgicales, notamment des opérations sur le dos, les hanches, les genoux et les épaules. Hogan avait parlé ouvertement du tribut payé, évoquant des opérations du dos qui l'avaient temporairement empêché de marcher. Chaque intervention lui permettait de continuer à fonctionner, mais ajoutait de nouvelles fragilités à un corps déjà poussé bien au-delà de ses limites naturelles. La plus significative de ces opérations eut lieu le 14 mai 2025, lorsque Hogan subit une dissectomie et fusion cervicale antérieure à 4 niveaux, connue médicalement sous le nom d'ACDF. Les chirurgiens retirent les disques endommagés de la colonne cervicale et fusionnent les vertèbres adjacentes afin de rétablir la stabilité et de soulager la pression exercée sur les nerfs rachidiens. Une fusion à 4 niveaux couvre une portion bien plus étendue de la colonne cervicale qu'une intervention standard, implique une période de rétablissement plus longue et présente des risques de complications proportionnellement plus élevés. Pour un homme de 71 ans vivant déjà avec une leucémie et une fibrillation auriculaire, ces risques étaient considérables. Les spécialistes médicaux soulignent qu'une dissectomie cervicale antérieure, avec fusion sur plusieurs niveaux vertébraux, peut toucher le nerf phrénique, ce nerf qui part de la colonne cervicale, traverse la poitrine et contrôle le diaphragme. En cas de lésion, le patient peut subir une insuffisance respiratoire soudaine, sans aucun signe avant-coureur. Le diaphragme cesse de se contracter, la respiration devient insuffisante et dans les cas les plus graves, le cœur suit. Certains témoignages apparus après la mort d'Hogan laissaient entendre que son nerf phrénique aurait pu être compromis pendant l'opération, bien que cela n'ait jamais été officiellement confirmé. Après l'intervention, les rumeurs se sont répandues très vite. L'animateur de radio Bubba the Love Sponge a annoncé à ses auditeurs qu'Hogan était dans un état critique et risquait de ne pas s'en sortir. Son épouse, Sky Daly, a réagi directement en affirmant qu'il n'était pas dans le coma, que son cœur fonctionnait bien et qu'il progressait. Elle a qualifié ces rumeurs de nuisibles et mensongères. Elle a tenu à préciser que, malgré le sérieux de l'opération, l'évolution était positive.
Dans les semaines qui ont suivi, Hogan semblait confirmer cette version. On l'a photographié souriant, en train de rencontrer des fans et de reprendre des exercices légers chez lui. Une image largement partagée le montrait en train de poser avec des supporters devant sa propriété de Clearwater, l'air alerte et bien droit. Son fils Nick l'a décrit comme plus attentif à sa santé qu'il ne l'avait été depuis des années. Ceux qui l'ont croisé en personne disaient qu'il semblait déterminé, voire de bonne humeur, rien qui ressemble à un homme en déclin physique. Pourtant, les complications d'une chirurgie cervicale sur plusieurs niveaux peuvent apparaître des semaines ou des mois après l'intervention, souvent sans signe d'alerte évident. Lorsque les enquêteurs ont examiné la chronologie après sa mort, une question s'est imposée. L'opération avait-elle contribué à ce qui s'était passé? Si le nerf phrénique avait été endommagé, sa respiration aurait pu s'interrompre brusquement, déclenchant l'arrêt cardiaque documenté par le médecin légiste. Un homme présentant une fibrillation auriculaire préexistante, dont le cœur peine déjà à maintenir un rythme régulier, voit son risque s'aggraver considérablement si l'apport en oxygène chute sans avertissement. Cette éventualité signifiait que son décès était potentiellement lié non seulement à un déclin physique naturel, mais aussi à une intervention médicale survenue moins de 3 mois avant sa mort. Sky Daily a depuis exprimé son intention de déposer une plainte pour faute médicale, une démarche qui traduit le sérieux avec lequel elle envisage cette possibilité. Et alors que cette question restait sans réponse, les enquêteurs ont fait une autre découverte lors d'une deuxième fouille du manoir, une découverte qui a orienté l'enquête dans une direction que personne n'avait vraiment anticipée. La pièce secrète dans le sous-sol. Au cours du deuxième examen médico-légal de la demeure d'Hogan, des agents fédéraux ont trouvé quelque chose qui a immédiatement modifié la nature de l'enquête. Dissimulé derrière ce qui ressemblait à une section ordinaire de mur dans le sous-sol, se trouvait une pièce cachée. Elle n'apparaissait dans aucun document cadastral déposé auprès de la commune. Elle n'était mentionnée dans aucun permis de construire ni dans aucun document de rénovation que les enquêteurs ont pu localiser. L'entrée avait été conçue pour se fondre dans la surface murale environnante, avec suffisamment de précision que seule une recherche délibérée, tapoter les murs, vérifier les mesures par rapport au plan, pouvait révéler l'anomalie. Aucune poignée, aucune charnière, aucun joint visible n'apparaissait sur la surface extérieure. Elle s'ouvrait grâce à un mécanisme qui nécessitait de savoir précisément comment l'activer. Pour y accéder, il fallait déjà savoir qu'elle existait. À l'intérieur, les agents ont découvert un niveau d'organisation inattendu. Des dossiers étaient empilés et étiquetés avec soin, rangés selon un système manifestement établi au fil du temps et non comme des documents entreposés à la hâte. Le contenu couvrait des communications personnelles, des relevés financiers, des correspondances juridiques et des documents médicaux. Certains dossiers faisaient référence à des transactions commerciales et à des associés qui n'avaient pas encore été mentionnés dans les étapes précédentes de l'enquête. Fait encore plus remarquable, certains documents portaient apparemment des dates remontant à la veille de la mort de Hogan, ce qui indiquait que la pièce avait été consultée durant ces dernières heures et que tout ce qu'il y avait déposé ou examiné avait compté pour lui jusqu'à la toute fin. Le contenu soulevait immédiatement des questions. Certains dossiers étaient ordinaires, documents médicaux, relevés financiers, mais d'autres renvoyaient à quelque chose de bien plus difficile à classer. Des chemises contenaient des références à des contacts et des communications qui ne correspondaient pas au profil public de Hogan, celui d'un lutteur à la retraite vivant paisiblement à Clearwater. Certains rapports, non confirmés et traités avec prudence par les autorités fédérales, laissaient entendre que des fichiers auraient pu contenir des informations liées à des pressions extérieures ou à un éventuel chantage. La question de savoir si Hogan conservait ces informations à titre de protection ou si leur existence avait fait de lui une cible demeurait ouverte et profondément troublante. Le FBI est resté très discret sur ce qu'il a divulgué. Les responsables ont seulement confirmé que l'enquête était en cours et qu'aucune conclusion quant à une mort suspecte n'avait été établie. Les demandes de commentaires portant sur le contenu précis de la pièce ont été catégoriquement rejetées. Ce silence a ouvert la porte aux spéculations et les articles se sont rapidement multipliés, suggérant que la vie privée de Hogan avait peut-être été bien plus complexe que ne le laissait entendre le récit du lutteur retraité en quête de sérénité que ses récentes apparitions publiques semblaient dépeindre.
Pour sa famille, cette découverte a engendré un mélange de sentiments difficiles à démêler. Il voulait des réponses claires, mais l'existence d'une pièce dissimulée, remplie de dossiers personnels organisés, consultés récemment et cachés à tout le monde, compliquait leur compréhension d'un homme qu'ils croyaient bien connaître. L'image de Hogan, serein, apaisé et en paix durant ces dernières années, se retrouvait désormais face à celle d'un homme qui avait jugé nécessaire de construire et d'entretenir un espace secret que personne n'était censé découvrir. Réconcilier ces deux images s'avérait extrêmement difficile. Un homme qui avait déclaré publiquement avoir trouvé la paix, simplifié son existence et se consacré à sa santé, avait en même temps maintenu des archives secrètes dont même ses proches ignoraient tout. Et tant que le contenu restait largement classifié, cette réconciliation demeurait hors de portée. L'héritage et les ombres persistantes. La mort de Hulk Hogan en 2025 a clos l'une des carrières les plus célébrées de l'histoire du catch professionnel. Pour des millions de fans, il était bien plus qu'un simple performeur. Il était le visage emblématique de la WWE tout au long des années 1980 et 1990. L'homme qui avait propulsé ce sport vers le grand public et fait du catch professionnel un sujet de conversation dans tous les foyers. Son célèbre body slam sur André le Géant à WrestleMania 3 reste l'un des moments les plus rediffusés de toute l'histoire du spectacle sportif. Même ceux qui n'avaient jamais suivi le catch le reconnaissaient. Sa présence, ses répliques cultes, l'énergie démesurée qu'il insufflait dans tout ce qu'il entreprenait. Son influence a largement dépassé sa propre époque. Des personnalités venues après lui, Dwayne Johnson, John Cena et d'autres, ont reconnu que la scène bâtie par Hogan avait rendu leur propre carrière possible. Le rayonnement mondial du catch professionnel aujourd'hui se rattache en ligne directe à ce qu'il a contribué à créer. Les questions entourant sa mort, cependant, ne se sont pas apaisées aussi nettement que son héritage. La cause officielle était une crise cardiaque expliquée par la leucémie, la fibrillation auriculaire et les dommages physiques cumulés de sa carrière. Pour beaucoup, cela suffisait. Cela correspondait à son historique médical, et à 71 ans, son corps avait amplement justifié sa fragilité. Pour d'autres, les détails apparus par la suite, le système de sécurité désactivé, la salle de sport stérile, l'appel téléphonique classifié, la pièce secrète, composaient un tableau qui ressemblait à davantage qu'une fin naturelle. Les procédures judiciaires ont ajouté une nouvelle dimension. L'équipe de Sky Daily a annoncé son intention de déposer une plainte pour faute médicale, affirmant que l'intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale subie en mai 2025 aurait pu endommager le nerf phrénique et contribuer à l'insuffisance respiratoire qui a provoqué son arrêt cardiaque. Aucune décision judiciaire n'a encore confirmé cette thèse, mais la possibilité d'une erreur chirurgicale demeure un élément actif du débat plus large. Sa succession, estimée à près de 5 millions de dollars, est allée intégralement à son fils Nick, tandis que sa fille Brooke en a été totalement exclue. Cette décision reflétait la nature profondément fracturée de cette relation et a suscité l'attention de ceux qui étudient les dynamiques financières entourant les décès médiatisés. Les enquêteurs l'ont noté comme un contexte pertinent, sans pour autant en tirer de conclusions définitives. Au moment où cette histoire a été compilée, l'enquête restait ouverte. Les autorités policières et fédérales continuaient d'examiner les dossiers médicaux et numériques. Les membres de la famille s'étaient vu promettre un compte rendu complet avant toute conclusion rendue publique. Ce statut non résolu maintenait la spéculation en vie, et chaque délai supplémentaire renforçait le sentiment que quelque chose n'avait pas encore été pleinement révélé. Pour les fans, la situation imposait un équilibre difficile à trouver. D'un côté, une carrière extraordinaire, des décennies de divertissement, l'empreinte culturelle d'un homme qui avait donné au catch professionnel une dimension véritablement mondiale. De l'autre, les questions sans réponse qui s'étaient accumulées autour de ces derniers jours, comme un orage qui n'aurait jamais vraiment éclaté. Son corps a-t-il simplement cédé après une vie entière soumise à des épreuves hors du commun? Des conflits et des pressions cachées ont-ils accéléré ce qui était déjà en marche? Une intervention chirurgicale a-t-elle laissé une fragilité que son cœur n'a pas pu surmonter? Ou bien cet appel téléphonique, 3 jours avant sa mort,
Portait-il quelque chose qu'aucune enquête n'a encore réussi à nommer? La vérité n'a pas encore été pleinement établie. Ce qui demeure, c'est l'héritage. Des fresques sur les murs de Clearwater, des décennies de souvenirs partagés à travers le monde entier, et une histoire qui n'a pas encore livré sa dernière ligne. Hulk Hogan est peut-être parti, mais le récit complet de son dernier souffle n'a pas encore été écrit. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car cette histoire continue de se dérouler.